Ça y est, les conditions sont-elles enfin réunies pour travailler cette question de la souveraineté numérique et donc de notre indépendance technologique qui passe beaucoup par le cloud, pas uniquement, mais enfin c'est quand même un sujet cœur. Pour en parler, Stanislas de Rémur, cofondateur d'Oudrive. Rebonjour. Bonjour Delphine. Alors vous proposez, vous, une des offres qui a obtenu une qualification SecNum Cloud. Vous êtes également administrateur et membre d'associations professionnelles telles que Tech in France ou Eurocloud. Et plus largement, vous participez à tous ces débats autour du cloud souverain de manière assez active et aussi autour des sujets de cybersécurité. Avec vous, Jean-Paul Smets, fondateur de Rapid Space. Rebonjour Jean-Paul. Vous faites partie des entrepreneurs qui sont engagés vraiment depuis très longtemps sur ce sujet de la souveraineté numérique de la France et vous avez récemment signé une tribune dans Acteurs Publics avec, on peut les citer d'ailleurs, Alain Garnier de Jamespot, Luc Breton de Mandarina, Mathieu Hugues de Tilcal et Valentin Pruleski de Netframe. Parce que l'idée, c'est aller encore un peu plus loin, politiquement, je dirais, dans la défense de cette indépendance numérique. Et restez avec nous également en plateau. Philippe Jonot de C2I Télécom pour évidemment, cette fois c'est votre tour, poser une question à nos experts. Alors, premier enjeu, parce que je parle d'indépendance technologique, l'enjeu principal de cette souveraineté numérique, c'est lequel ? C'est un peu comme quand on parle de l'énergie ou pour le coup de la santé, c'est une indépendance numérique, c'est la capacité que la France ou l'Europe peut avoir à certains moments à maîtriser ses propres technologies ou ses propres logiciels. Mais plus concrètement, sur quoi on fait reposer la souveraineté numérique ? Qu'est-ce qui ferait qu'on serait plus tranquillisé sur ce sujet ? Quel est l'objectif principal ? Moi, je serais tranquille seulement si les câbles sous-marins, par exemple, entre la France et les États-Unis sont coupés, si un décret présidentiel américain nous interdit de mettre à jour nos logiciels qu'on a éventuellement pris aux États-Unis et passés par les États-Unis, comme c'est arrivé dans les années 60, et qu'on se retrouve finalement sans réseau vers les États-Unis et sans pouvoir acheter quoi que ce soit aux États-Unis ou tout autre pays, et malgré ça, qu'on puisse continuer à tout faire fonctionner. Donc un scénario de crise, ça qui peut intéresser notre invité. C'est seulement là que je considère que je suis tranquille. D'accord. Donc bon, là on peut dire qu'on en est mais vraiment très très loin. Oui, c'est ce qu'on disait sur Nord Stream. Moi, c'est ce que je disais sur la chronique de Tariq Krim. Oui, Nord Stream, ça sera jamais coupé. Le gaz russe, on l'aura toujours. Faut se souvenir de ce qui s'est passé avec la bombe atomique française. Je ne dis pas qu'on est loin du scénario, je dis qu'on est loin d'avoir la réponse à ce genre d'incident. Non, là, il n'y a pas de problème, on l'a. On a tout. On a tout ? Il suffit d'aller chez mon fournisseur. Oui, non, je pense qu'aujourd'hui, les technologies européennes sont capables de concurrencer clairement les technologies américaines ou chinoises, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi la Chine qui est très présente aujourd'hui en Europe et qui prend des parts de marché. On a tout ce qu'il faut, on a plus besoin aujourd'hui de démarches politiques, d'actions politiques, pas pour nous donner des subventions, mais pour utiliser les technologies européennes. Donc on a besoin de contrats. On n'est pas là du tout pour rechercher la subvention. On dit, vous avez aujourd'hui des entreprises technologiques extrêmement performantes en Europe ou en France, il faut les utiliser. Donc il faut qu'aujourd'hui, les secteurs publics, et après privés, parce que souvent ça se passe comme ça, fassent le choix d'utiliser des technologies européennes plutôt que des technologies américaines. Oui, mais là, moi ça me fait forcément réagir quand je vous entends dire on a tout, parce que moi j'ai entendu Guillaume Poupard qui était auditionné devant des sénateurs et qui nous dit, lui, carrément l'inverse. Les acteurs français du numérique ne sont pas capables de développer un cloud de haut niveau avec des technologies exclusivement françaises. Et d'ailleurs, il dit... Personne d'autre ne sait le faire, à part les Américains. Ils sont tellement incapables que AWS vient chercher en Europe ces technologies de base de données, Amazon, qu'on a des hyperscalers américains qui viennent chercher en Europe leur technologie de 5G. Donc une grande partie des clouds américains utilisent de la technologie européenne. Et là, ce week-end, je faisais la liste de ce qui existe en Europe, même en France, on a tout, il n'y a pas de problème. Je pense que Guillaume Poupard est en fait incompétent sur le sujet du cloud et devrait plus travailler le sujet de la cybersécurité. Alors, parce qu'il le prend justement, je vais un peu le défendre, il le prend justement sous l'angle de la sécurité, c'est-à-dire qu'il vante le mérite d'alliances hybrides entre des acteurs américains et des acteurs européens, on va dire français,
Parce que ça donne un gage de sécurité. Aujourd'hui, selon lui, les solutions les plus sécurisées, les plus robustes, viennent des États-Unis. On va faire réagir Stanislas. Alors, il y a eu une analyse qui a été faite par le gouvernement néerlandais et qui a mandaté un cabinet américain pour savoir si ce fameux cloud de confiance était vraiment de confiance. Ça veut dire si les données qu'on allait héberger sur ces clouds de confiance étaient vraiment, pour le coup, en sécurité. Et le rapport dit non. Ça veut dire que ces clouds de confiance sont soumis au Cloud Act. Je rappelle juste que le Cloud Act, c'est la capacité... Alors, ces clouds de confiance hybrides, donc, hybrides, qui font intervenir un Américain dans l'affaire. Qui vont faire intervenir des sociétés comme Thales, Orange ou d'autres, et qui, en même temps, pour le coup, utilisent les technologies de Google ou de Microsoft. Et donc, ces clouds de confiance sont en fait perméables à ce Cloud Act, donc la capacité qu'a le gouvernement américain de pouvoir prendre les données qui seront hébergées sur ces clouds de confiance. Donc ça, c'est la première chose. Sur le deuxième point, c'était sur le chiffrement. Ces données sont censées être chiffrées. Est-ce que, pour le coup, ce chiffrement est suffisamment efficace pour empêcher le gouvernement américain de pouvoir les utiliser ? La réponse est non. Il suffit de mettre un boîtier dans ces data centers pour pouvoir déchiffrer ces données. Donc, en fait, c'est très réducteur de dire que, pour le coup, on n'est pas capable de faire la même chose. Là où je peux rejoindre Guillaume Poupart, c'est OK, on n'a peut-être pas les puces, tous les serveurs, ce genre de choses. Oui, on a peut-être au niveau matériel des manques en Europe, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer dès maintenant pour pouvoir dire vous avez au niveau software des très belles technologies, utilisez dès maintenant. Vous avez des hébergeurs de taille mondiale comme OVH, utilisez-les maintenant. Voilà. Et dans cette incompétence de Guillaume Poupart, elle est grave parce qu'elle crée une doctrine dans l'ANSSI qui va contre la résilience. Aujourd'hui, vous voudriez par exemple avoir un réseau radio qui ne tombe pas en panne parce qu'on va décentraliser tout ce qui s'appelle le cœur de réseau. J'ai pu assister l'ANSSI qui vient en fait bloquer ce genre de projet parce que comme on décentralise le cœur de réseau, ça décentralise la capacité de surveillance de la population. Et l'ANSSI est du côté de la surveillance de la population. Ils nous l'ont dit. Et ils veulent un système centralisé pour bien pouvoir surveiller. Et cette doctrine, vous la retrouvez dans la vision du cloud de l'ANSSI, qui a une vision du cloud centralisé avec peu de fournisseurs. Or, quand on veut un cloud vraiment sécurisé, il faut plusieurs sites, plusieurs fournisseurs, des systèmes réellement décentralisés, notamment en cas de gestion de crise. Si on dépend que d'un réseau, le réseau tombe en panne, on a une crise, on ne reçoit pas les messages. Et cette vision de la décentralisation et du multi-fournisseur est complètement à l'opposé de l'ANSSI. Moi, je pense que l'ANSSI devrait se refocaliser sur ses missions et éviter qu'on ait à nouveau des incidents à la Pegasus dans le téléphone du président, plutôt que de dire n'importe quoi sur le cloud. Et cette qualification SecNumCloud, est-ce qu'elle est importante ? Est-ce qu'elle apporte quand même quelque chose qui est aujourd'hui piloté par l'ANSSI Elle apporte quelque chose parce qu'elle permet, pour le coup, de pouvoir différencier certaines offres des autres. C'est une certification qui est large, et qui permet à certains moments de dire, voilà, si vous voulez choisir certains fournisseurs, vous avez ceux qui sont certifiés, donc qui ont, pour le coup, passé un certain nombre d'étapes pour sécuriser l'infrastructure, et d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas sécurisés. Ça permet juste, à certains moments, de dire il y a des normes, ceux qui l'ont ou ceux qui ne l'ont pas, mais je pense que c'est une bonne chose. Et on a 7, je crois, offres françaises aujourd'hui qui ont cette qualification. Et ça sera bien, pour le coup, que plus d'entreprises puissent être qualifiées SecNumCloud. Ça permettrait, pour le coup, de donner aussi plus d'importance à la norme. Alors, quand je dis qu'on a des signaux positifs côté politique, c'est qu'il y a aussi eu la décision de débloquer une enveloppe pour aider les PME françaises à accéder à cette qualification qui est très exigeante. Je peux dire que mon entreprise n'envisage pas pour l'instant de devenir SecNumCloud parce qu'on pense que c'est une approche qui a une vision très particulière de la cybersécurité. Et pareil, j'ai consulté d'autres membres de CLIDIA, l'Alliance européenne des industriels du cloud. Une majorité considère qu'aller vers SecNumCloud, c'est se réduire sa capacité d'exportation parce qu'on va mettre du personnel sur des approches qui ont tendance à figer l'offre produit plutôt qu'à innover rapidement. Donc nous, on fait plutôt le pari que SecNumCloud va en fait progressivement disparaître ou diminuer parce que dans les autres pays européens, l'approche n'est pas acceptée.
Alors, au niveau européen, là, vous avez cité Euclidia, donc, qui permet d'avoir justement une vision sur ce qui existe aujourd'hui en matière de technologie dans le cloud, made in vraiment Europe. Il y a un autre projet, Gaia X, dont on entend un petit peu moins parler en ce moment. Alors, il y a deux projets. Il y a Gaia X et il y a l'ENISA aussi. Parce que l'ENISA, en fait, la norme Secnum Cloud est en train d'être poussée en Europe. Et c'est vrai, là, je vous rejoins, c'est que ça va dépendre dans les prochains mois de savoir, il y aura 3 niveaux, dont un niveau qui éliminera en fin de compte toutes les entreprises qui sont liées à des lois extraterritoriales, comme par exemple la Chine ou les États-Unis. Donc soit l'ENISA va assez loin et dit le niveau le plus élevé exclura ces entreprises, et là pour le coup on aura une norme qui privilégiera les entreprises européennes, donc ça sera très bien, et Bruno Le Maire en a parlé chez OVH en disant je vais pousser pour que l'ENISA adopte cette loi, ce niveau le plus élevé. Et on a aussi Gaia X, vous avez raison. Moi, je ne suis pas un très grand fan de Gaia X. Je l'étais au départ parce que je me suis dit qu'il y avait une approche franco-allemande et on ne peut pas être contre une approche franco-allemande. Il y avait un démarrage qui était bon. Après, le problème, c'est que sous la pression des Allemands, les industriels non européens ont été invités dès le départ à participer à Gaia X, dont les Chinois et les Américains. Et en fin de compte, aujourd'hui, on n'est plus maître du sujet. Le sujet, il est drivé par ceux qui ont, pour le coup, le lobbying et l'argent. Ça veut dire les non-européens, donc les Chinois et les Américains. Et ce sont eux, aujourd'hui, qui contrôlent beaucoup trop Gaia X. Alors, pour qu'on ait vraiment les conditions favorables d'une souveraineté numérique en France, vous émettez l'idée, vous n'êtes pas le seul ni le premier, mais enfin, vous l'avez vraiment bien formalisé en proposant 6 solutions pour y arriver, d'instaurer des quotas, en fait, dans les commandes publiques. Oui, ce qu'on a remarqué, c'est qu'aux États-Unis, il y a des formes de quotas en matière d'achat public, de cloud ou même de discrimination. Tout le monde ne peut pas vendre un cloud au ministère de la Défense américain. En Chine, c'est la même chose. Par exemple, en Chine, il y a l'obligation d'utiliser des microprocesseurs chinois dans les ordinateurs portables de l'administration. On en avait parlé dans le monde du libre, ce qui fait qu'il y a 2 millions de commandes chaque année d'ordinateurs portables à processeurs chinois, à système d'exploitation chinois, ce qui a créé à Wuhan une entreprise de 2000 personnes en l'espace de 3 ans, un véritable éditeur. Au Japon, alors c'est très amusant au Japon, c'est les Américains qui ont imposé des quotas aux Japonais d'achat de logiciels américains par des méthodes de déduction fiscale. Et donc, ça veut dire que quand vous achetez en tant qu'entreprise japonaise un système d'exploitation américain, vous pouvez déduire votre charge d'une partie de vos impôts. Donc, le monde entier a mis en place des quotas pour favoriser son industrie, sauf l'Europe. Mais en Europe, on a des quotas dans le cinéma, par exemple, ou dans la musique. Oui, parallèle intéressant. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment une position unanime dans Euclidia, c'est qu'il faut mettre en place un mécanisme de quotas, quel qu'il soit. Là, il y en a qui veulent du Small Business Act, d'autres l'exception culturelle. C'est pas important. Déjà, il faut s'accorder sur le principe que, comme pour le cinéma, comme pour la culture, comme pour la défense, on a besoin d'un achat garanti. Et une fois qu'on est d'accord sur le principe, on pourra discuter des méthodes. Il y en a 1001. Il y en a bien dans l'environnement avec les certificats blancs. L'environnement, tout le monde se moquait finalement des gens qui proposaient ça il y a 10 ans. C'est passé. Donc il faut d'abord se mettre d'accord sur le principe qu'on a besoin d'un minimum d'achats et d'achats divers. Des solutions. Et d'achats donc, qui permettraient à une économie vraiment d'éclore et de se solidifier aussi. Vous avez l'impression qu'en Europe, on a du mal comme ça à soutenir notre en fait, tissu vous avez tout à fait économique. raison. En fin de compte, le problème, c'est que les États-Unis et la Chine ont mis en place des règles assez souples de l'OMC, alors que l'Europe a décidé de mettre en place les règles extrêmement strictes. Et donc, il y a certains secteurs qui sont, entre guillemets, protégés. Vous parlez de la culture, mais comme les armées, enfin tous les achats de défense. Là, chaque pays a le droit de faire ce qu'il souhaite. Le cloud n'est pas un secteur protégé. Et donc, enfin, pour la culture, ça a été une longue bataille aussi. C'était une très longue bataille. Et aujourd'hui, on ne peut pas favoriser aujourd'hui en Europe des fournisseurs européens du cloud par rapport à des fournisseurs non européens. Et c'est pour cette raison que... Et de ne pas favoriser, ça pénalise au final. Ça pénalise parce que c'est ce qu'on disait, ça veut dire qu'il faut de la commande publique. Il faut à un certain moment, comme vous avez raison, comme dans tous les pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis, favorisent énormément leur industrie interne, alors que ce n'est pas le cas en Europe. On a des règles qui sont beaucoup plus strictes. Et donc,
les normes comme Secnum Cloud ou le côté sensibilité, cybersécurité sont des moyens de contourner ces règles de l'OMC et de dire on va en disant que ce sont des sujets stratégiques ou ce sont des sujets sensibles, on va pouvoir favoriser des entreprises internes à l'Europe. Et donc, c'est un peu ce que cherche à faire, par exemple, Bruno Le Maire. Alors là, il va y avoir quand même un petit trouble fait, c'est l'arrivée d'un nouveau Privacy Shield, un nouveau bouclier, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez inconfortable pour les acteurs du numérique, bon, même si ça ne les a pas énormément déstabilisés, hein, ils ont quand même 72% du marché du cloud en Europe, mais bon, ils étaient dans un flou juridique quant au transfert des données européennes vers les États-Unis. Et là, on apprend que ça avance visiblement plutôt rapidement entre les États-Unis et la Commission européenne pour installer un nouveau bouclier qui permettrait de retrouver un peu de sécurité juridique autour de ces transferts de données Europe-États-Unis. J'imagine que c'est un trouble fait, mais je ne sais pas, peut-être que vous allez me dire que non, au contraire, c'est nécessaire. Est-ce que vous avez vu donc l'ancien bouclier donc était invalidé, est-ce que vous avez vu un changement dans l'utilisation de vos logiciels? Oui. Moi, je trouve peu, et je trouve que ça n'a jamais été un bouclier. On avait quand même un document de Facebook, Mark Zuckerberg, qui disait qu'il n'allait plus pouvoir fournir ses services si ça continuait comme ça en Europe. On sent qu'ils sont quand même... On a vu des gens arrêter Google Analytics, par exemple. Les journaux français ont commencé à moins l'utiliser. On a vu des politiques qui cessaient de mettre leur site de campagne sur un site pour le mettre sur un site en Europe. Donc on a vu on a vu un démarrage. C'est lent. Oui, mais le RGPD plus en fort application. Voilà. Exactement, le RGPD est plus fort que le bouclier. Oui, mais le RGPD, l'interprétation du RGPD ne permet d'inciter à l'abandon de Google Analytics que s'il n'y a pas le Privacy Shield. Et le jour où il y a le Privacy Shield, Google Analytics ou d'autres sont considérés comme conformes. Donc ce qui arrive aujourd'hui avec ce nouveau Privacy Shield, en fait, de mon point de vue, c'est une catastrophe parce que l'un des rares arguments qui forçait à réfléchir en termes de risque pour la carrière d'un décideur, c'était la non-conformité RGPD suite à la fin du Privacy Shield. Secnum Cloud, de mon point de vue, va être marginal en raison de la position des autres pays européens. Et donc, on va se retrouver avec pas grand-chose, sauf que les sanctions économiques en Russie, puis en Chine, en plus de l'Iran, de Cuba, créent en fait un nouveau risque pour les entreprises européennes qui vont avoir à affronter le fait finalement de maintenir leurs services de cloud ou informatique dans des pays où elles ne peuvent plus utiliser des services américains ou réexporter des technologies américaines. Et ça va devenir probablement l'un des rares axes pour pousser les technologies européennes. C'est-à-dire qu'il va falloir se trouver de nouveaux marchés, s'ouvrir un peu plus encore à l'international. C'est un marché important pour WooDrive, l'international ? Alors c'est un marché important pour WooDrive, mais c'est un marché compliqué en Europe. Parce que surtout dans le B2B, dès que vous allez arriver dans un nouveau pays, vous repartez un peu à zéro. Ouais. À la différence de la Chine ou des États-Unis, où ils ont un pays qui, entre guillemets, fait la taille de l'Europe, mais qui est unifié. Et c'est la difficulté des entreprises européennes, c'est réellement de pouvoir pousser leurs solutions dans chacun des pays avec la même facilité. Donc ça, c'est un sujet aussi. Il y a des Juste parce qu'on arrive vraiment à la fin, même question, l'international, c'est pour RapidSpace, c'est notre priorité maintenant. Notre priorité, ce sont les pays non alignés. Parce qu'en fait, ce sont les pays... non alignés avec les États-Unis. Une petite question rapidement peut-être pour nos deux experts du cloud. Ah oui, est-ce que vous n'avez pas des ententes, des consortiums à créer justement pour pousser un petit peu votre savoir-faire et les faire entrer dans les normes On a créé Euclidia. Aujourd'hui, il y a un site cloudrepo.eu, cloudrepo.eu. Vous trouverez 300 solutions technologiques créées en Europe qu'on a présentées à Bruxelles, à la Commission, déjà à 2 chefs d'unité. Il y avait tous les GAFAM qui étaient là pour nous écouter, mais hélas, aucune entreprise du CAC 40 ou du DAX 30. En tout cas, il y a un annuaire si vous cherchez des solutions européennes. Et vous avez aussi l'association Exatrust, qui regroupe aussi un certain nombre d'entreprises spécialisées dans la cybersécurité. Merci beaucoup Jean-Paul Smets de RapidSpace, Stanislas de Rémur de WooDrive et Philippe Genot de C2I Télécom. Vous restez avec moi ou pas, il y en a certains qui vont partir juste après la pause. On va s'intéresser à la tech, mais à une femme entrepreneur en particulier.